Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nicole Niesotto, qui est professeure au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, titulaire de la chaire de l'Union européenne, mais également présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale et vice-président de l'Institut Jacques Delors. Nicole Niesotto, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré votre carrière de chercheuse aux questions européennes. Vous avez également d'ailleurs occupé la fonction de directrice de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Et vous venez de publier un livre aux éditions du CNRS, L'Europe indispensable. Indispensable, et en même temps vous faites un constat assez désabusé de l'état dans lequel elle est aujourd'hui, au point de commencer par un constat un peu amer, disant que la petite Europe des 12, je vous cite, solidaire, chrétienne, riche et prospère, totalement déconnectée du monde sous le protectorat des États-Unis, cette petite Europe idéale-là disparaît. Et vous ajoutez définitivement. Ben oui, sans doute, c'est un constat. Moi, je suis partie d'une idée simple qui était qu'il ne fallait pas laisser la critique de l'Europe aux anti-européens. Et donc, en regardant l'extrême désaveu des opinions vis-à-vis de la construction européenne, voire même l'europhobie que suscite parfois la construction européenne vis-à-vis des jeunes, je me suis dit qu'il fallait essayer de comprendre et comprendre pourquoi cette crise multiforme remet en cause peut-être l'avenir de la construction européenne. Et une des évidences, c'est que je crois que pour beaucoup de gens, l'Europe continue d'être pensée dans les termes dans lesquels elle a été créée, c'est-à-dire un marché unique de plus en plus intégré, avec des compétences de plus en plus nombreuses, donc maintenant la monnaie, les réfugiés, tout cela après la politique agricole commune et le commerce, et qui était chargée d'assurer la prospérité des Européens après la guerre. Et cette vision, effectivement, que les gens ont et qui est juste, est une vision historique qui ne correspond plus du tout à la réalité de la mondialisation. Et donc, il n'est pas étonnant, si l'on pense l'Europe comme elle était il y a 30 ans, que l'on soit déçu parce qu'elle est devenue depuis 30 ans. Puisque l'Europe, aujourd'hui, de la mondialisation, c'est une Europe élargie, complexe, indistincte sur le plan de son identité, qui n'a rien à voir, effectivement, avec cette nostalgie que beaucoup de concitoyens ont pour l'Europe, la petite Europe des 12, blanche, riche, prospère et chrétienne. Celle-là est morte. Prospère, vous écrivez que la peur de la paupérisation fait désormais partie intégrante du paysage européen, et donc l'Europe qui était la promesse de la croissance, et qui l'a été effectivement, aujourd'hui divise un peu entre les gagnants et les perdants de la construction européenne, avec certains, et d'où le phénomène sans doute des gilets jaunes, pensent qu'ils ont été maltraités, et qu'en tous les cas, qu'on ne s'est pas vraiment occupé d'eux. Oui, alors ce que j'essaye de distinguer, ce sont les crises que l'Europe subit et qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire pour lesquelles elle n'a aucune responsabilité, mais qu'elle subit très fortement, et les crises pour lesquelles elle a une part de responsabilité qui sont dues à des défauts internes de gouvernance ou de politique. Et parmi les crises extérieures, il y a la crise de la mondialisation, notamment la crise économique depuis 2008, pour laquelle les Européens ne sont absolument pas responsables. C'est une crise qui est due à la cupidité de certains banquiers américains et qui arrive en Europe à partir de 2009-2010. Donc nous ne sommes pas responsables d'une crise qui nous a complètement laminé et provoqué une décennie de récession économique. C'est-à-dire, moi je vois, j'ai une fille de 25 ans, la génération des 15-25 ans a connu l'Europe comme l'Europe de la crise et du chômage. Ils n'ont pas d'autre idée en tête que l'Europe du chômage. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que la mondialisation en tant que telle est responsable d'une grande partie du désarroi européen. Parce que ce que nos dirigeants ne disent pas, n'ont jamais voulu dire, et peut-être ne veulent pas reconnaître, c'est que la mondialisation a deux visages. C'est un élément totalement positif pour les pays autrefois pauvres en voie de développement, parce qu'ils ont tout à gagner dans la mondialisation, mais pour les pays anciennement développés, comme les pays européens et les États-Unis, la mondialisation, c'est
c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour 1% de la population et c'est une mauvaise nouvelle pour la grande majorité des classes moyennes, parce que le paradoxe de la mondialisation, c'est qu'elle enrichit les pays riches, mais qu'elle accroît considérablement les inégalités de revenus dans ces pays. Et donc, pour 10% de la population qui sont les gagnants de la mondialisation en Europe, on a 80% des populations européennes qui se sentent fragilisées par la mondialisation, pas forcément parce que leurs revenus diminuent, mais parce que leur anticipation de l'avenir devient négative. C'est-à-dire, on a des générations aujourd'hui d'Européens et de Français notamment qui sont convaincus que l'avenir sera beaucoup plus difficile pour leurs enfants qu'il n'a été pour eux et qu'ils n'ont aucune perspective dans l'avenir de voir l'ascenseur social marcher de nouveau. Et je crois que c'est ça, le drame de la mondialisation dans les pays riches, c'est qu'elle n'est pas globale. Elle enrichit les riches et elle accroît les inégalités entre les riches et les moins riches. Alors que dans les pays pauvres, la mondialisation enrichit les pauvres et donc elle est perçue de façon extrêmement positive par toutes les populations. En Europe et en particulier en France, qui est depuis longtemps le pays le plus dépressif du continent européen, la mondialisation a mauvaise presse parce qu'intuitivement, les gens sentent bien qu'il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation à cause de l'accroissement des inégalités et que la grande majorité des classes moyennes européennes fait partie des perdants de la mondialisation. D'où la naissance de mouvements populistes. Donc vous n'aimez pas ce terme, vous le rejetez, vous estimez qu'il n'est pas correct. Oui, parce que les mouvements populistes, et en particulier ceux que l'on connaît à travers des partis comme le Rassemblement national ou les partis d'extrême droite dans le reste de l'Europe, prétendent parler au nom du peuple. C'est pas ça du tout. Ce sont des mouvements, ce sont des partis autoritaires, pour certains de contestation de l'état de droit, et qui ne représentent pas plus le peuple que ne l'ignorent les partis sociaux-démocrates ou les partis conservateurs traditionnels. Donc moi, je suis contre le fait d'appeler ces mouvements populistes parce que ça laisse entendre qu'ils représentent le peuple et que le peuple a tort. Moi, je crois qu'une bonne partie des aspirations populaires en Europe, et en particulier dans le mouvement des Gilets jaunes, sont des aspirations qui sont justifiées parce que la mondialisation joue en faveur de la paupérisation de ces classes moyennes. Et aucune des politiques économiques suivies par l'Occident, que ce soit aux États-Unis et en Europe, n'a pris en compte ce phénomène de paupérisation des classes moyennes. Et moi, je le plaide beaucoup dans la deuxième partie de l'ouvrage pour que à l'avenir, la construction européenne développe des politiques de réponse à la paupérisation des classes moyennes européennes. Sur le plan stratégique, qui est votre cœur de métier depuis déjà longtemps, vous estimez, notamment en parlant de Donald Trump et de sa dénonciation de l'accord de 2017 sur l'Iran, que quand un allié devient un danger, il devient également urgent de changer de politique. Donc vous remettez en cause les relations transatlantiques ? Ah, c'est pas moi qui les remets en cause, c'est lui, c'est Donald Trump qui les remet en cause. Moi, je suis ébahi. Je crois que c'est le premier président américain que l'on a qui soit à ce point anti-européen et anti-allemand. Il a une obsession de la voiture allemande. Pour lui, l'Allemagne et l'Europe se ramènent à la voiture allemande qui inonde le marché américain, alors qu'il n'arrive pas à vendre une seule Chevrolet ou je ne sais quoi en Europe. Mais c'est un président européen et dont l'objectif est de casser l'Europe. Ça, je crois qu'il n'y a aucun doute. Quand on regarde quand même sa politique à l'égard de l'Iran, qui est aussi une politique agressive vis-à-vis de l'Iran, c'est d'abord aussi une politique d'agressivité vis-à-vis des Européens. Premièrement, en sortant du traité donc de 2015, et ça oblige les Européens à se mettre du côté des Russes et des Chinois pour défendre le traité. Deuxièmement, les sanctions contre l'Iran, bien sûr, mais les sanctions contre les entreprises européennes qui pourraient avoir la mauvaise idée de négocier avec l'Iran. Donc c'est une attaque en règle contre les intérêts économiques et commerciaux des Européens. Enfin, c'est une agression contre son meilleur allié européen. Et puis cette politique, alors pas très claire, mais que je crois va s'affirmer, de vouloir monter une coalition internationale contre l'Iran, y compris peut-être militaire, avec le sommet récent à Varsovie, je crois début février ou le 12 février, pour essayer de monter une coalition d'Européens
contre l'Iran, je trouve que tout ça ressemble étrangement à la politique qui était celle de Bush II en 2003. En 2003, le John Bolton, qui était à l'époque le conseiller de George Bush II, disait exactement « Oui, nous devons bombing Iran ». Moi, j'étais à l'époque auprès de Javier Solana à l'Union européenne et je me souviens que toute la politique de Solana à l'époque, c'était de convaincre les Américains qu'il n'y avait pas de solution à bombing Iran. Je pense que Trump a un objectif très clair qui est de se débarrasser de l'Iran et qu'au passage, il va mettre les Européens devant une espèce de deal impossible. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et pour un certain nombre d'Européens, dire qu'on est opposé à une politique américaine, voire israélo-américaine, ça va être très très difficile. Mais je suis convaincu que Trump est devenu un adversaire Est-ce que certains disent c'est un mauvais moment à passer, il ne sera plus là après ? Non, je n'y crois pas du tout. Je crois que l'élection de Trump correspond exactement aux mêmes racines économiques et sociologiques que les mouvements populisme et le gilet jaune en Europe, c'est-à-dire des classes moyennes paupérisées par la désindustrialisation, paupérisées par la mondialisation, qui essayent de vivre une espèce de retour impossible en arrière et qui votent pour des mouvements centrés sur la fermeture, l'égoïsme, le refus de l'étranger, les protectionnismes, etc. Donc je crois que c'est absolument le même phénomène de la part d'électeurs vraiment ravagés, marginalisés par la mondialisation, et donc c'est un phénomène qui va durer. Parce que le paradoxe de la mondialisation, c'est que plus elle gagne, plus les inégalités vont augmenter. Donc plus l'électorat favorable au populisme va augmenter également. Y a-t-il pas une bonne nouvelle dans cela, c'est que finalement les pays européens signataires de l'accord sur l'Iran réagissent en commun, non seulement la France bien sûr, mais également l'Allemagne et plus encore la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui non seulement continue de vouloir respecter l'accord signé en juillet 2015, mais également mettent en place un instrument de nature à pouvoir continuer à commercer avec l'Iran, ce qui est quand même une opposition frontale vis-à-vis des États-Unis, surprenant de la part du Royaume-Uni. Oui, c'est surprenant de la part de tous les Européens, d'ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. C'est même le seul réflexe collectif de souveraineté européenne que l'on puisse trouver aujourd'hui dans la politique internationale. Donc c'est très bien. La seule difficulté, c'est que il y a deux difficultés. D'une part, le calendrier ne joue pas pour nous, c'est-à-dire que le calendrier de mise en œuvre des sanctions américaines en vertu de l'extraterritorialité de la loi américaine est un calendrier très rapide, alors que nous, le temps que l'Europe mette en place et fasse marcher son espèce de coface européenne de garantir des investissements européens en Iran, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc entre-temps, les entreprises sont prudentes, elles n'iront pas commercer en Iran. Donc ça, c'est la première nuance sur cette bonne nouvelle. Et la deuxième nuance, c'est que ce front uni des Européens contre une attitude hostile quand même de la politique américaine, ce front uni ne dépasse pas le simple cadre commercial iranien. C'est-à-dire, il n'y a aucune construction politique derrière, aucune réflexion politique derrière qui sortirait du dossier Iran pour réfléchir à l'ensemble de la relation à venir avec les États-Unis. Donc, il y a une espèce de schizophrénie européenne où effectivement on fait front commun contre, il y a une espèce de résistance contre Trump sur le cas de l'Iran, mais pour le reste, jamais l'OTAN n'a été aussi demandée, espérée et renforcée par les Européens qu'aujourd'hui. Donc il y a les deux attitudes en même temps de résistance et de maintien coûte que coûte de l'alliance sous parapluie américain. Et puis notamment de la part des pays de l'Est qui sont très attachés à la protection américaine. Vous élevez dans votre livre sur la politique de la Pologne qui reçoit des fonds structurels européens importants, vous citez le chiffre de 15 milliards par an, et qui en même temps, d'un autre côté, propose de payer 2 milliards aux États-Unis pour qu'ils construisent une base américaine qui, de surcroît, serait appelée Fort Trump. Alors est-ce que c'est les crédits européens qui permettent d'alimenter le complexe militaro-industriel américain ? Bon, je n'irai pas jusque-là. Mais ce qui est aberrant, et là où les Européens peuvent avoir une action, ce qui est aberrant, c'est que la Pologne considère normal la solidarité économique envers elle au titre du traité de l'Union et donc
considère normal de recevoir par an 4% de son PIB en fonds structurels, mais considère simultanément totalement anormal de devoir une solidarité politique avec ces mêmes Européens. Et donc cette espèce de, cynisme des Polonais qui dit « vous me devez l'argent tous les ans au titre des fonds structurels, mais ne vous attendez pas à ce que je vous soutienne sur quelques francs politiques que ce soit, parce que souveraineté nationale et la Commission est pire que ce qu'était le régime communiste, je sais plus s'ils ont dit Brejnev ou Staline, mais la citation doit ressembler à ça. Donc ça, je trouve ça totalement inadmissible, et moi ce que je propose, mais je suis plus la seule maintenant, ce qui me fait plaisir, parce qu'au départ, je prêchais vraiment toute seule, c'était que les fonds structurels soient suspendus aussi longtemps que la Pologne ne revient pas à les États de droit. Le Conseil européen. Alors c'est une décision qui n'est, entre guillemets, c'est pour ça que on me dit qu'il n'est pas conforme au traité européen, parce que c'est vrai qu'il y a une automaticité des fonds structurels, et donc ce serait une décision du Conseil européen qui ferait passer le bon sens politique avant le respect des traités, ce qui est difficile à prendre pour des États démocratiques. Mais moi, je plaide qu'en certaines circonstances, le respect des traités doit être modulé en fonction de l'urgence politique. Et donc, voilà, je ne sais pas si les Polonais vont payer les éventuelles bases américaines avec les fonds structurels. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'on paye 4% du PIB d'un pays qui remet en cause l'état de droit et qui refuse ne serait-ce que la moindre solidarité politique avec les Européens sur les réfugiés. Avec le recul, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'élargissement a été trop rapide, mal préparé, trop fait sous la pression, sur une pression politique, et que finalement il y a toujours une très grande division entre l'Est et l'Ouest de l'Europe sur le plan stratégique ? Il y a une très grande division entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, mais je ne dirais pas que l'élargissement a été trop rapide. Ces pays deviennent indépendants entre 89 et 91, et l'élargissement a lieu en 2004. Donc on a quand même pris beaucoup de temps pour les préparer, pour les mettre à niveau, pour leur donner des milliards, je crois que c'est 13 milliards pour Pologne, Hongrie, Tchéquie, pendant la première phase de préparation à l'élargissement. Donc, on a pris le temps d'investir, de les préparer, etc. Et on ne peut pas nier qu'au début, dans la première histoire de l'élargissement à l'Est, ces pays étaient des pays parfaitement démocratiques, parfaitement européens, parfaitement atlantiques, qu'il n'y avait pas de contradiction et qu'il y avait une espèce d'immense reconnaissance et contentement de participer à l'aventure européenne. Je crois que les choses ont basculé il n'y a pas si longtemps. Les choses ont basculé à partir de la crise de 2009-2010 en Europe, et ces pays ont redécouvert tout d'un coup les vertus de l'autorité, du souverainisme, du nationalisme, peut-être influencé aussi par le fait que ces régimes devenaient à la mode. Poutine s'autoritarise d'une certaine façon, si je puis dire, dans son deuxième mandat. Dans son premier mandat, il était aussi très coopératif à l'égard de l'Union européenne. Et donc il y a comme ça tout d'un coup une montée, un besoin d'autorité dont les pays d'Europe centrale et orientale sont les premiers, sont les plus exemplaires, et effectivement c'est une énigme. Comment ces pays qui ont vécu 60 ans sous le joug d'une dictature peuvent-ils aujourd'hui entériner des politiques qui sont des politiques autoritaires et de remise en cause des fondements de l'état de droit. Que le régime polonais puisse nommer les juges devrait rappeler de mauvais souvenirs quand même à l'ensemble de la Pologne. Alors vous, pro-européenne convaincue, vous émettez des sévères critiques sur le fonctionnement. Vous parlez du cas de l'ancien président de la Commission, Manuel Barroso, qui rejoint la banque d'affaires Goldman Sachs. Vous parlez des paradis fiscaux, dont de nombreux sont totalement épargnés par la liste fixée par l'Union européenne. Les salaires, les appels à la vigilance, à la maîtrise des dépenses, et jamais on remet en question les salaires plutôt confortables des 50 000 fonctionnaires européens. Et puis les infractions aux valeurs, un chiffre que vous citez, 9 des 28 gouvernements de l'Union européenne comportent des coalitions où l'extrême droite est présente. Oui, mais c'est ce que je vous disais au début. Moi, je crois qu'on ne défend bien l'Europe que si on reconnaît ses défauts. Et on ne peut pas, si l'Europe continue de dire
qu'elle est vertueuse, sans péché, et que les populistes sont d'horribles menteurs qui trompent le peuple en leur faisant croire qu'un retour en arrière est possible, eh bien on n'ira pas loin. Je crois qu'il faut que les Européens fassent une partie de leur autocritique. Une partie des critiques qui sont faites par les populistes sont vraies, sont exactes. Donc il faut que les Européens acceptent de faire leur propre autocritique. Il n'est pas normal, effectivement, qu'un président de la Commission aille chez Goldman Sachs. C'est même contraire à toute déontologie. Même en France, on ne fait pas ce genre de choses. Le dumping, enfin l'histoire des paradis fiscaux, mais c'est quand même une hypocrisie extraordinaire. L'Europe condamne tous les paradis fiscaux de la planète, sauf les paradis fiscaux européens. Il faut prendre vraiment les gens pour des imbéciles, pour espérer qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Donc ça me paraît absolu. Soit on ne fait rien contre les paradis fiscaux, soit on commence et on dit c'est très difficile à l'intérieur de l'Europe, on commence par les autres, mais à terme on voudra aussi faire le ménage chez nous. On donne un calendrier, mais on ne dit pas les autres sont vraiment d'horribles truands et nous on est vertueux. C'est pas possible. Encore une fois, le citoyen européen est un citoyen informé qui lit le journal ou qui regarde les télévisions et qui sait exactement ce qui se passe. De même, la règle de l'austérité, qui n'est pas une règle européenne en tant que telle, qui est une règle qui a été imposée par l'Allemagne pour essayer de rétablir les finances publiques des partenaires de la zone euro. Cette notion d'austérité, moi je ne suis pas contre a priori, mais obliger les États, tous les États, à respecter les règles, qui sont pas de déficit public de plus de 3% du PIB et pas de dette supérieure à 60% du PIB, quel que soit l'état sociologique du pays, c'est-à-dire même si le prix doit être des retraites amputées de 20% pour les fonctionnaires, un taux de chômage de 30%, c'est les jeunes diplômés en Espagne et en Grèce, par exemple. Quel que soit le prix social, la Commission européenne a appliqué les règles qu'elle ne s'applique pas à elle-même, effectivement, parce que le monde des fonctionnaires internationaux vivent dans une espèce de bulle salariale tout à fait confortable. Ça n'est pas normal. Autrement dit, tout cela fait que les citoyens lambda trouvent que Bruxelles, comme on dit, que Bruxelles est hypocrite, que Bruxelles est technocratique, on comprend rien à ce qu'il raconte, et que Bruxelles ne connaît pas la réalité des pays. Donc la règle des 3% est un déni de justice sociale pour certaines populations, et j'ai peur qu'on en paye trop le prix. Moi, toute mon obsession est de faire en sorte que les partis populistes n'arrivent pas au pouvoir dans les 27 États, et en particulier dans le nôtre, en particulier en Allemagne. En Allemagne, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui est un mouvement d'extrême droite, faisait 3% des voix il y a 6 ans. Ils sont aujourd'hui à 13% des voix au Bundestag. Et donc tout mon objectif, c'est d'empêcher ces mouvements populistes, autoritaires, d'extrême droite, d'arriver au pouvoir dans une majorité de pays. Et pour ça, je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes et dire oui, nous avons failli sur certains points, oui, l'Europe est réformable, oui, il faut la réformer, et que c'est à cette condition qu'elle remplira de nouveau l'efficacité qu'on attend d'elle, c'est-à-dire produire de la croissance, produire du contentement, du plaisir, de l'honneur, de la fierté d'être européen. Ce qui est fascinant, c'est que tous les non-européens de la planète sont émerveillés par ce que l'Europe a accompli depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que seuls les Européens ont honte d'eux-mêmes. Il y a un moment où il faut renverser les choses. Pour conclure, et c'est votre conclusion dans le livre, vous évoquez 3 scénarios. Celui de l'autruche, du cygne noir, je laisserai les lecteurs s'y renvoyer. Vous concluez par un scénario plus positif, celui du kangourou. Oui, le kangourou, c'est celui qui saute l'obstacle avec son bébé. C'est-à-dire, il ne fuit pas, il ne fait pas l'autruche, il ne se met pas la tête dans le sable, il ne crie pas à la catastrophe suicidaire comme le cygne noir, il affronte l'obstacle et il emmène les générations futures avec lui, c'est-à-dire il propose, il cherche une solution. Et la solution que je préconise, moi, c'est d'avoir une Europe plus sociale, encore que je n'aime pas le terme, mais c'est une Europe qui s'occupe à la fois du marché et du marché en tant qu'acteur anonyme, qui s'occupe autant du marché et des consommateurs, ce que fait très bien la Commission, mais qui s'occupe aussi de la politique et des citoyens. Le drame de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle ne connaît que le consommateur.
le citoyen, elle ne connaît pas. Et donc, il faut qu'une Europe qui, à la fois, satisfasse les exigences du marché, donc je veux bien rigueur budgétaire, bancaire, etc., mais qui satisfasse aussi la prospérité des citoyens, donc une Europe dans laquelle il y ait des fonds de redistribution des richesses produites, dans lequel il y ait des programmes de formation professionnelle sur le budget communautaire. Il faut une Europe également qui défende le modèle européen dans le monde contre le modèle américain et le modèle chinois. Donc il faut une Europe qui soit une Europe, sinon puissance, en tout cas une Europe influence dans la mondialisation, et une Europe qui soit enfin à la table des négociations qui vont décider du futur du monde, c'est-à-dire qui va faire la gouvernance d'Internet, qui va faire la gouvernance de l'intelligence artificielle, qui va sur la manipulation génétique défendre les intérêts des Européens, en tout cas sur tous ces dossiers. Qui peut défendre les intérêts des Européens, sinon les Européens eux-mêmes? Si on croit que les Américains vont continuer à défendre les intérêts européens dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, il suffit déjà de regarder comment ils nous traînent sur l'affaire iranienne. Merci Nicole Nisotto. Je renvoie à la lecture de votre livre qui vient juste d'être publié aux éditions CNRS, L'Europe indispensable, un livre de 60 pages, mais très musclé, très roboratif et qui donne de l'énergie.